Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser avec vous aux chaînes de transmission. Les chaînes de transmission, c'est l'ensemble des dispositifs qui permettent de transmettre des informations entre vos différents appareils électriques. Téléphone, ordinateur, montre, enceinte, etc. Les informations qui sont transmises, c'est vos messages, vos photos, votre musique ou tous les résultats de vos recherches Internet. Pour cela, on va d'abord s'intéresser au Wi-Fi, au Bluetooth et à Internet. Ensuite, on parlera de réseaux cellulaires, puis de fibre optique. Et enfin, on s'intéressera aux réseaux satellites. Ainsi, un premier type de chaîne de transmission, c'est la transmission sans fil, comme le Wi-Fi, le Bluetooth par exemple. Mais comment ça marche ? En fait, les informations sont transmises sans fil grâce à ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques se propagent sous la forme d'une succession de petites vagues, des oscillations. On peut les caractériser par leur nombre d'oscillations en une seconde. C'est la fréquence, elle se mesure en Hertz. Toutes les ondes électromagnétiques sont classées en fonction de leur fréquence sur ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Dans la partie des fréquences les plus basses, il y a les ondes radio, le Wi-Fi et le Bluetooth. Ensuite, on a les ondes visibles, c'est tout simplement la lumière. Et ensuite, on a les ondes ultraviolets, qui sont des ondes qui font que vous attrapez les coups de soleil, par exemple. Ce qui est donc incroyable, c'est que le Wi-Fi et la lumière, ce sont les mêmes ondes, c'est-à-dire les mêmes petites oscillations. Ce qui les différencie, c'est juste leur vitesse d'oscillation. En fait, la lumière oscille beaucoup plus vite que le Wi-Fi. Mais du coup, c'est quoi la différence entre le Wi-Fi et le Bluetooth ? D'abord, quand on pense au Wi-Fi et au Bluetooth, on pense que le Wi-Fi est une connexion Internet et que le Bluetooth permet par exemple de se connecter à une enceinte. Mais ça, en fait, c'est simplement les applications du Wi-Fi et du Bluetooth. Et ça ne nous explique pas les différences techniques qu'il y a entre les deux signaux. En effet, le Wi-Fi et le Bluetooth, ce sont des ondes électromagnétiques, une succession d'oscillations comme on a dit, mais avec des caractéristiques différentes. Tout d'abord, elles ont des fréquences différentes. Une fréquence de 2,4 GHz à 2,483 GHz pour le Bluetooth, une de 2,4 à 5 GHz pour le Wi-Fi. Et sur les spectres électromagnétiques, les ondes électromagnétiques du Wi-Fi et du Bluetooth seraient très proches, beaucoup plus rapprochées qu'avec la lumière par exemple. Ensuite, les ondes du Wi-Fi et du Bluetooth ont des canaux de fréquences de largeur différentes. En fait, quand on envoie une onde, on n'envoie pas exactement une seule fréquence, mais plusieurs fréquences proches dans un même signal. Ça permet de stocker plus d'informations à la fois. C'est un peu comme si une fréquence était un tiroir et un canal de fréquence, c'est un meuble qui a plusieurs tiroirs. Ainsi, plus la largeur du canal est grande, plus il y a de fréquences dans le signal. C'est comme si le meuble avait plus de tiroirs, donc on peut ranger plus de choses dedans. Le Bluetooth a des canaux de largeur 1 ou 2 MHz. Il fait des sauts rapides d'un canal à l'autre, plus de 1600 fois par seconde. Le Wi-Fi a des canaux de largeur 20 à 160 MHz, beaucoup plus larges que ceux du Bluetooth, et il utilise des canaux fixes et envoie beaucoup d'informations en parallèle sur les différentes sous-fréquences. Finalement, pour comprendre ces différences en termes de fréquence, on peut s'aider d'une analogie avec une autoroute. Le Wi-Fi, c'est comme un camion large qui transporte plein de colis à la fois sur une grande voie rapide. Le Bluetooth, c'est une moto de livraison agile qui zigzague entre les voies et livre un petit paquet à la fois. Ces caractéristiques techniques différentes font donc que le Wi-Fi et le Bluetooth ont des propriétés différentes. La portée. Leur principale différence est la portée de connexion. Le Wi-Fi offre une portée beaucoup plus grande que le Bluetooth. Le Wi-Fi peut couvrir des distances allant jusqu'à des centaines de mètres, alors que le Bluetooth est conçu pour des distances plus courtes, allant jusqu'à environ 10 mètres. La vitesse. Le Wi-Fi offre des vitesses de transmission de données plus rapides que le Bluetooth. Les réseaux Wi-Fi modernes peuvent atteindre des vitesses de plusieurs gigabits par seconde, tandis que le Bluetooth offre une vitesse maximale d'environ 3 mégabits par seconde. Consommation d'énergie. Le Bluetooth utilise moins d'énergie que le Wi-Fi. Le Bluetooth est conçu pour être utilisé pour des périphériques à faible consommation d'énergie tels que des écouteurs sans fil ou des montres connectées. Le Wi-Fi est conçu pour être utilisé avec des périphériques tels que des ordinateurs portables ou des smartphones qui ont une source d'alimentation beaucoup plus robuste. La sécurité. Les réseaux Wi-Fi sont beaucoup plus sécurisés que les connexions Bluetooth. Les réseaux Wi-Fi modernes, par exemple, utilisent une variété de protocoles de sécurité pour protéger les données contre les accès non autorisés. Le Bluetooth utilise également des protocoles de sécurité, mais ils sont considérés comme moins sécurisés que les protocoles Wi-Fi. Toutes ces propriétés font que le Wi-Fi et le Bluetooth ont des utilisations différentes. Le Wi-Fi est conçu pour la communication en réseau, souvent avec plusieurs appareils,
Il est généralement utilisé pour connecter des périphériques à Internet ou à d'autres réseaux locaux à partir d'une box. Le Bluetooth est conçu pour des communications pointe à point, entre deux périphériques tels que des écouteurs sans fil, des haut-parleurs portables ou des montres connectées avec un smartphone ou un ordinateur. Et Internet dans tout ça, c'est quoi? Contrairement au Wi-Fi et au Bluetooth, Internet ce n'est pas une technologie de connexion, mais un service. C'est l'abrégé de Interconnected Networks. C'est un réseau mondial formé de plein de petits réseaux connectés entre eux. C'est en fait l'infrastructure qui permet à tous les objets connectés de communiquer partout dans le monde. Dès qu'on va sur un site ou dès qu'on se connecte, en fait, on va sur Internet. En résumé, le Wi-Fi est le moyen de transmission des informations qui permet à l'ordinateur de se connecter à Internet. Internet, c'est comme une grosse boîte à laquelle tous les ordinateurs peuvent se connecter grâce à une connexion Wi-Fi par exemple. Allô Blaise? Oui, j'avais une question. Pourquoi on parle tout le temps de 5G, 6G, 4G? Il y a plein de G. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs versions pour les téléphones. Comment ça fonctionne? Le G signifie génération. Chaque génération est une nouvelle norme technologique pour la téléphonie mobile. Depuis la fin des années 70, on a eu la 1G, puis 2G, 3G, 4G et ainsi de suite. Chacune améliore les vitesses, la capacité et les usages. Aujourd'hui, près de 9 milliards d'abonnements mobiles existent dans le monde, tous réseaux confondus. Les réseaux mobiles, c'est l'autoroute du numérique invisible qui fait fonctionner nos smartphones, voitures connectées, jeux en ligne, etc. On va te raconter comment on est passé du tout vocal au très haut débit avec quelques anecdotes et images pour comprendre. Mais d'abord, c'était quoi la 1G? On était comme des pionniers à l'ancienne. Exactement. La 1G, apparue vers 1979-1980, c'est le tout début de la téléphonie mobile. C'était totalement analogique et limité aux appels vocaux. Les téléphones étaient énormes. Imagine une brique qu'on transportait dans une voiture. On ne pouvait ni texter, ni surfer sur Internet. Par exemple, en 1G, l'idée d'envoyer un message, c'était comme envoyer une lettre avec une charrette à bœufs, lent et basique. Aucun chiffrement, on pouvait même écouter les conversations avec un scanner radio improvisé. Mais alors, on tournait juste la molette pour appeler et c'est tout? Oui, à peu près. En 1G, chaque antenne gérait les appels, mais le signal basculait mal quand on bougeait. Le réseau tombait souvent et la qualité de son était médiocre. On a vite vu que ça ne suffisait pas. Et après la 1G, il y a eu la 2G, j'imagine. Oui, la 2G est arrivée début des années 90. C'est la première génération numérique. En gros, on est passé de signaux analogiques à des 1 et 0. C'est comme passer d'une vieille sono grésillante à de la radio numérique claire et sécurisée. Avec la 2G, on a pu envoyer des SMS. Souviens-toi du temps où chaque texto était limité à 160 caractères. Ça a déclenché une petite révolution. Envoyer un texto, c'était comme une carte postale instantanée. On a aussi pu envoyer des MMS. On pouvait envoyer donc des photos par MMS, même si c'était très lent, et accéder à de toutes petites pages internet grâce à la 2G GPRS en 97. Mais les téléphones sont devenus plus petits aussi, non? Un peu plus, oui. Avec la 2G, on a eu des modèles plus maniables. Aussi, grâce au standard GSM, mis au point en 1982 en Europe, on a pu utiliser le même téléphone dans plusieurs pays européens, ce qui n'était pas évident avant. Et la 3G, c'est la troisième génération, donc les années 2000? Exact. La 3G est arrivée au début des années 2000, avec des normes comme l'UMTS. Elle a transformé le téléphone en ordinateur de poche. Par rapport à la 2G, c'était bien plus rapide, de quelques centaines de kilobits par seconde à quelques mégabits par seconde, plus de 1000 fois. Du coup, en 3G, on pouvait enfin surfer sur le web, faire de la visiophonie, partager des fichiers et regarder de la vidéo en ligne. Tu pouvais checker tes mails ou poster une photo sur ton profil à une vitesse raisonnable. Disons que télécharger un morceau de musique, environ 5 MO, prenait quelques secondes alors qu'en 2G ça pouvait prendre plusieurs minutes. On a même eu les premiers smartphones, comme l'iPhone en 2017, qui ont popularisé l'usage intensif de la 3G. Ah ouais, enfin un vrai internet dans la poche, mais ça devait quand même ramer par rapport à aujourd'hui. Oui, comparé à la suite, c'était lent. Rappelle-toi, jouer en ligne ou regarder une série en streaming en 3G, c'était souvent entrecoupé de buffering. On pouvait faire des appels vidéo, mais avec une latence assez élevée. Disons quelques centaines de millisecondes. C'est comme si tu jouais au tennis avec un filet très élastique. La balle met du temps à arriver.
Cela dit, la 3G a révolutionné l'usage. C'est la première génération qui a fait du téléphone un hub de réseaux sociaux et de multimédia. Vient ensuite la 4G. Mais je comprends pas, sur mon téléphone, je vois LTE. Ça correspond à quoi tout ça? Oui, la 4G, dans les années 2010, a été un grand saut technologique. Elle est environ 5 fois plus rapide que la 3G. Théoriquement, la 4G peut atteindre jusqu'à 100 mégabits par seconde, voire davantage sur des antennes dites LTE avancées. Ça veut dire que tu pourrais télécharger un film de 2 gigas en seulement quelques minutes. Pour faire simple, 100 mégabits par seconde, c'est environ 12,5 mégaoctets par seconde. C'est un peu comme passer d'une voiture familiale à une fusée. Tout file, tout va très vite. 100 mégabits seconde, c'est énorme. Et en pratique, on a quel débit? En ville, on tourne souvent autour de 30-50 mégabits par seconde sur les réseaux 4G matures. C'est déjà suffisant pour du streaming HD, pour Netflix par exemple. Il n'y a pas de problème. En plus des débits, la 4G a amélioré la latence, plutôt de 20 à 50 millisecondes contre 100 millisecondes en 3G. Ça rend le surf et le jeu en ligne plus fluides. Avec la 4G, la qualité des appels vocaux a aussi augmenté. Sur un smartphone 4G, tu peux être à la fois en téléphonie et surfer en full internet. Et la bande passante a permis une explosion des applis mobiles. GPS en temps réel, réseaux sociaux, jeux en ligne, visio en HD, etc. Et concrètement, pour un lycéen, ça change quoi? Sur le terrain, avec la 4G, tu pouvais enfin envoyer des photos en grand format, instantanément, ou regarder des vidéos YouTube sans subir des coupures incessantes. Par exemple, télécharger un film entier, 2 gigas, prenait quelques minutes, au lieu d'1 heure en 3G. Et les jeux en ligne étaient possibles sans lag insupportable. On dit qu'on envoie des paquets de données plus vite et le réseau réagit mieux, c'est-à-dire il y a moins de latence. C'est grâce à cela que l'on a vu naître des services comme le streaming de musique, comme Spotify, ou de vidéos comme Netflix sur mobile. Et même les premières télévisions en direct sur smartphone. Un peu d'humour. Avec la 4G, on a troqué la charrette des débuts contre une citadine rapide. On va plus vite, c'est sûr. Maintenant, la 5G, c'est la dernière en date, non? Qu'est-ce qu'elle apporte de spécial? Oui, la 5G déployée autour de 2020 surfe sur des fréquences plus hautes, quelques gigahertz. L'idée, c'est d'aller encore plus vite et de connecter des milliards d'objets. En vitesse, la 5G peut théoriquement atteindre jusqu'à 10 gigabits par seconde, soit 10 à 100 fois plus rapide que la 4G. En clair, tu peux imaginer télécharger un film entier en quelques secondes. Même si dans la réalité, on obtient plus souvent quelques centaines de mégabits, c'est déjà phénoménal. Autre ajout majeur, la latence chute à environ 1 milliseconde. C'est comme passer de la navette spatiale au téléporteur pour les données. L'info va instantanément. 1 milliseconde? Mais c'est même pas le temps d'un battement de cils. Pourquoi c'est utile? Cette ultra faible latence est cruciale pour des applications en temps réel très sensibles. Par exemple, les jeux en réalité virtuelle où chaque mouvement doit être synchrone sans décalage. Une seule milliseconde de retard et c'est la nausée assurée. C'est aussi vital pour des voitures autonomes qui échangent des informations en direct, ou pour la chirurgie, à distance ou un chirurgien pilote avec un robot depuis une autre ville. Avec la 5G, la promesse est que l'Internet des objets devienne une réalité à grande échelle. On pourra connecter non seulement téléphone et ordinateur, mais aussi ton casque de réalité augmentée, ta montre connectée, des capteurs dans les usines, des feux de signalisation intelligents, etc. Jusqu'à environ 1 million d'appareils par kilomètre carré. Ça fait quand même beaucoup de technologie. On parle d'objets en plus de téléphone. Oui, c'est le réseau grande échelle. Par exemple, des villes intelligentes avec des capteurs de pollution, des caméras reliées au cloud ou des métros sans conducteur et communiquant avec les piétons. Tout ça devient plus facile. Des frigos qui commandent du lait quand il en manque ou des implantations médicales qui envoient en direct tes données de santé. La 5G supporte tous ces usages nouveaux. Son énorme capacité permet de gérer plus d'utilisateurs simultanés sans s'effondrer. En tant qu'utilisateur lambda, je verrais quoi de différent vraiment? Pour un lycéen, concrètement, tu verras surtout la fin des lenteurs. Les téléchargements ultra rapides, les appels vidéo en 4K sans pixelisation, les live streams d'événements en direct sur ton téléphone. Et pas besoin de chercher du Wi-Fi dans le coin pour avoir du super débit. Par exemple, du gaming en cloud, jouer à un jeu vidéo très gourmand sans console,
en streaming depuis un serveur, deviendra fluide. Et pour le fun, imagine un jour télécharger en temps réel un film en 8K et une application de plusieurs gigas en quelques secondes. Là où avant il fallait attendre des plombes. On n'y est pas encore partout, mais la 5G ouvre la voie à tout ça. Et la 6G, c'est quoi? Déjà fini la 5G qu'on parle déjà de la 6G. Non, la 5G est encore en cours de développement, mais les experts planchent déjà sur la 6G. On entend parler pour autour de 2030. La 6G, c'est encore très prospectif. On s'attend à des débits colossaux autour de 1 terabit par seconde, soit 100 fois plus rapide que la 5G. Imagine, en 6G, télécharger un film ultra lourd se ferait en 1 ou 2 secondes chrono. On parle aussi de latence sub-millisecondique, quasiment instantanée pour l'œil humain. Ouh là là, ça fait rêver. Mais à quoi ça sert tout ça? Ça fait un peu science-fiction, mais je vais te donner quelques idées déjà envisagées. La 6G rendrait possible la communication holographique, en haute définition. Comment se voir en 3D réaliste avec quelqu'un à l'autre bout du monde, comme dans les films de science-fiction. Les réseaux deviendront nativement intelligents. L'IA sera intégrée dans le réseau même. Cela permettrait au réseau de s'optimiser tout seul, de prévoir la congestion, de gérer automatiquement l'énergie. L'Internet des objets deviendrait l'Internet des sens. Le toucher, l'odeur, tout ça à distance. Par exemple, on pourrait sentir ou ressentir des textures à distance, grâce à des capteurs haptiques ultra rapides. On parle aussi de jumeaux numériques, ou d'algorithmes embarqués dans le réseau pour cartographier avec une précision centimétrique, par la localisation ultra précise. Bref, la 6G, si elle arrive, sera plus qu'un smartphone super rapide. C'est un réseau global, presque vivant, qui colle à l'intelligence artificielle et qui a besoin de très hautes performances. Tout ça me dépasse, Blaise. La 6G, c'est vraiment des trucs futuristes. C'est sûr que ça paraît fou, mais même si tout ça n'est pas là pour demain matin, la simple fait de viser la 6G nous pousse à innover sur des sujets comme les fréquences, les ondes intelligentes, l'efficacité énergétique ou même les communications avec des satellites et drones. On a déjà commencé à faire des tests à 100 gigabits et plus. En résumé, Blaise, on est parti d'un truc à l'ancienne. Oui Théo, la 1G c'était le téléphone à charrette à bœuf, analogique, voix seule. Puis on est passé au téléphone touriste, la 2G, avec les SMS, comment envoyer des pigeons post numériques. La 3G c'était l'ère du téléphone ordinateur, on pouvait surfer et envoyer des photos. La 4G c'est le smartphone citadine, vidéo HD, gaming free, téléchargement rapide. Avec la 5G, on a le téléphone fusée et tout ce qu'on a branché à côté. Ultra haut débit et quasi zéro latence. Et la 6G, ce serait le téléphone perceuse, intégrant IA et VR hologramme à gogo. Tout ça, ça change vraiment notre quotidien. Absolument. Chaque saut de génération a permis de nouvelles applications. Le simple appel vocal, puis les SMS, puis le web sur mobile, puis le streaming et les jeux en ligne, et maintenant des villes et usines intelligentes connectées. Au final, on peut dire que plus c'est rapide et réactif, plus on invente de nouveaux usages. Donc oui, ça a révolutionné notre façon de vivre et de travailler. Qui aurait cru qu'un jour on pourrait avoir la Terre entière en poche et parler à ses amis en réalité virtuelle? C'est un peu magique. Ah bah voilà, on est bien en 2025 et ça roule dans la fibre, la cellule pardon. Et d'ailleurs Blaise, j'ai un truc cool à te montrer. Regarde, une chambre anéchoïque. Une chambre anéchoïque ne laisse pas passer les ondes extérieures et permet d'isoler des objets pour pouvoir les étudier sans perturbation. On peut par exemple étudier nos antennes 4G ou 5G. Et donc, pour résumer, la 5G c'est super rapide grâce aux ondes radio, mais ces ondes doivent bien arriver quelque part. Et c'est là qu'on arrive à notre sujet suivant, la fibre optique. Maintenant, on va parler de la fibre optique. Mais attendez, la fibre, c'est pas un truc qu'on met dans les céréales? Pas tout à fait, celle-là elle ne se mange pas, mais elle est tout aussi utile. Grâce à elle, on peut regarder des vidéos en streaming en qualité 4K, être en visio pour ses cours, ou bien jouer aux jeux vidéo en ligne avec ses amis. Et tout ça à la vitesse de la lumière. Venez, on va voir ça. Bon, mais concrètement, c'est quoi une fibre optique? On dirait un simple fil. Et pourquoi on dit optique? Regarde, une fibre optique, c'est un fil plus fin qu'un cheveu.
En fait, il est composé de deux parties principales. Le cœur, où la lumière transite, et la gaine qui va venir entourer le cœur. Ensuite, on met un revêtement en plastique pour protéger la fibre, puis un autre plus gros revêtement pour en mettre plusieurs. Par exemple, ici, j'ai plusieurs centaines de kilomètres de bobines de fibres, comme tu peux le voir, que l'on va venir placer entre différentes parties du réseau. De la lumière qui transporte des données? Mais comment on transforme nos vidéos, nos messages, tout ça en lumière? Excellente question, c'est là qu'intervient le codage. On transforme toutes nos informations en langage binaire, c'est-à-dire une suite de 0 et de 1. Chaque 0 ou 1 est représenté par un éclair de lumière pour le 1 ou une absence de lumière pour le 0. C'est comme du morse lumineux, sauf qu'au lieu d'une lampe qui clignote, on utilise des lasers qui peuvent s'allumer et s'éteindre des milliards de fois par seconde. Et ces impulsions lumineuses filent à toute vitesse dans la fibre. Ok, je commence à comprendre. Mais tu disais que la fibre est liée au Wi-Fi et à la 4G, 5G. Comment ça marche exactement? C'est simple, quand tu utilises ton téléphone en 4G ou 5G, ou bien ton ordinateur en Wi-Fi, les données voyagent sans fil entre ton appareil et une antenne ou une box. Mais ensuite, pour aller plus loin, vers un serveur web par exemple, ces données sont généralement envoyées via la fibre optique. Et la fibre connecte les antennes relais entre elles, les centres téléphoniques, les fournisseurs d'accès Internet, les data centers. C'est vraiment la colonne vertébrale de nos réseaux de communication moderne. C'est fascinant. Mais quand est-ce qu'on utilise la fibre optique? Ça a toujours existé? Pas du tout. L'idée de transporter des informations par la lumière remonte au 19e siècle. Mais les premières fibres optiques utilisables ne sont apparues que dans les années 50 et 60. Au début, elles étaient surtout utilisées pour des applications spécifiques comme l'endoscopie en médecine. Et pourquoi on est passé à la fibre pour les télécommunications? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les bons vieux câbles en cuivre? Il y a plusieurs avantages énormes. D'abord, la bande passante. La fibre peut transporter beaucoup plus d'informations que le cuivre. C'est comme comparer une petite route de campagne à une autoroute à 10 voies. Ensuite, la vitesse. La lumière va beaucoup plus vite que l'électricité dans un câble. Et troisièmement, la distance. Le signal dans la fibre s'affecte moins vite, donc on peut envoyer des données sur de plus longues distances sans avoir besoin de répéteurs. Et enfin, la fibre est insensible aux perturbations électromagnétiques, ce qui garantit une meilleure qualité de signal. Ok, c'est clair. La fibre, c'est le futur et le présent des télécommunications. Maintenant, j'ai une autre question. Comment est-ce qu'on fabrique ces fils de verre super fins? Ça doit être un travail de précision incroyable. Absolument. La fabrication de la fibre optique est un processus très sophistiqué. On part de silice, du sable, très pur, qu'on chauffe à des températures extrêmement élevées, autour de 2000 degrés Celsius. On utilise différentes techniques, comme le procédé MCVD, pour créer une plateforme, c'est-à-dire une ébauche cylindrique de la fibre. Une ébauche? Et après? Ensuite, cette plateforme est chauffée et étirée pour obtenir un fil très fin, le cœur de la fibre. Pendant les tirages, on contrôle très précisément le diamètre de la fibre, qui est de l'ordre de quelques millièmes de millimètre. Enfin, on ajoute la gaine autour du cœur et on protège le tout avec un revêtement en plastique. C'est impressionnant. C'est vraiment de la haute technologie. Bon, on a vu comment on les fabrique. Mais j'aimerais bien comprendre plus en détail comment la lumière voyage à l'intérieur. Tu as parlé de réflexion interne, c'est quoi exactement? C'est le principe fondamental. La lumière entre dans la fibre et au lieu de sortir, elle rebondit sur les parois, entre le cœur et la gaine. C'est comme si la fibre était un miroir qui l'empêche de s'échapper. Ça, c'est dû à la différence d'indice de réfraction entre le cœur et la gaine. En fait, l'indice de réfraction, c'est une mesure de la vitesse à laquelle la lumière se propage dans un matériau. Je vois, donc la lumière est piégée à l'intérieur. Mais est-ce qu'elle avance en ligne droite? Pas forcément. Il existe deux principaux types de fibres, les fibres multimodes et les fibres monomodes. Dans les fibres multimodes, la lumière peut emprunter plusieurs chemins, d'où le nom. C'est comme si tu avais plusieurs billes qui roulent dans un tuyau, chacune avec un angle différent. Et les fibres monomodes? Là, le cœur de la fibre est tellement fin que la lumière peut se propager sur un seul chemin. C'est plus précis et ça permet d'envoyer les informations sur de plus longues distances avec moins de pertes de signal. Et c'est quoi ces pertes de signal? Malheureusement, même dans la fibre la plus pure,
il y a toujours un peu d'absorption et de dispersion. L'absorption, c'est quand une partie de la lumière est transformée en chaleur par les impuretés du matériau. La dispersion, c'est quand les différentes longueurs d'onde de la lumière, si on n'utilise pas une lumière parfaitement monochromatique, voyagent à des vitesses légèrement différentes, ce qui élargit les impulsions et peut les faire se chevaucher. Donc le signal s'affaiblit et s'étale peu à peu au fur et à mesure qu'il avance. Exactement, c'est pour ça qu'on a besoin des amplificateurs. Tu m'en as parlé tout à l'heure, mais comment ça marche ces amplificateurs? C'est comme des relais? C'est un peu plus compliqué que ça. On utilise des amplificateurs optiques comme l'EDFA, l'Erbium Doped Fiber Amplifier. Au lieu de convertir le signal lumineux en signal électrique, de l'amplifier et de le reconvertir en lumière, l'EDFA amplifie directement la lumière elle-même. C'est incroyable! Comment ça marche? On utilise une fibre spéciale dopée avec un élément rare, l'erbium. On envoie dans cette fibre une lumière puissante d'un laser qu'on appelle le laser de pompe. Cette lumière excite les atomes d'erbium qui vont ensuite céder leur énergie aux signaux lumineux qui transitent dans la fibre, en les amplifiant. C'est comme si on donnait un coup de boost à la lumière sans la transformer. Et c'est grâce à ces amplificateurs qu'on peut envoyer des données à l'autre bout du monde? Exactement. Les câbles de fibre optique transocéanique qui relient les continents sont équipés de nombreux amplificateurs EDFA placés tous les 50 à 100 km environ. C'est ce qui permet de faire transiter des quantités énormes de données sur des milliers de kilomètres, rendant possible Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est vraiment fascinant de voir comment la lumière est utilisée pour transporter l'information. Et après, la lumière dans les fils, on va parler de la lumière depuis l'espace. Restez avec nous pour découvrir les réseaux satellitaires. Pas vrai. J'ai pas une seule barre de réseau. Je suis au beau milieu nulle part. Comment je vais faire pour appeler mon ami Blaise? C'est frustrant. Comment font tous les gens qui vivent ici? Ou les navigateurs en pleine mer? Ou les scientifiques au pôle Nord pour communiquer? Heureusement que j'ai mon arme secrète. Salut Théo. Tu peux nous expliquer comment ça marche cette sorcellerie? Comment on envoie Internet depuis les étoiles? Pas de sorcellerie, juste de la science. Ton arme secrète, comme tu dis, utilise des communications par satellite. Imagine un satellite comme un gigantesque relais ou un miroir placé très haut dans le ciel. Pourquoi faire? Parce que la Terre, elle est ronde et les ondes radio voyagent en ligne droite. Donc les montagnes bloquent et on ne peut pas mettre des antennes tous les 10 km au milieu de l'océan, par exemple. Le satellite, lui, il voit une énorme partie de la Terre d'un seul coup. Alors, comment ça marche? En fait, c'est un aller-retour. D'abord, on a la liaison montante, uplink. Une grosse antenne sur la Terre envoie le signal. Ta photo, par exemple, ta voix, tes données Internet. Vers le satellite. Il faut bien viser et envoyer fort. Le signal arrive ensuite dans le satellite, tout faible après son long voyage. Le satellite amplifie, il lui donne comme un coup de boost, comme avec un mégaphone en fait. Souvent, il change aussi sa fréquence pour éviter les interférences. Ensuite, on a la liaison descendante, downlink. Le satellite envoie le signal amplifié vers la Terre, où ton antenne, ou ta parabole TV par exemple, peut le capter. Un mégaphone dans l'espace? Mais pourquoi faut-il amplifier le signal? Parce que l'espace, c'est immense. Regarde la distance. Le signal perd énormément de force en voyageant. Sans amplification, on recevrait juste un murmure illisible noyé dans le bruit de fond. L'amplificateur, c'est la pièce clé pour que ça marche. Incroyable! Mon message fait plusieurs de dizaines de milliers de kilomètres pour atteindre Blaise. Mais attends, Blaise, tous les satellites sont à la même distance? J'ai entendu parler de différentes orbites. Très bonne question, Théo. Non, ils ne sont pas tous à la même altitude. Et ça change tout. Il y a principalement deux types d'orbites qui nous intéressent. La première, c'est l'orbite géo, pour les satellites géostationnaires. C'est très haut. À cette altitude précise, le satellite tourne exactement à la même vitesse que la Terre. Vu du sol, il a l'air immobile dans le ciel. Il a certains avantages. C'est super pratique, ton antenne parabolique pour la TV. Tu la règles une fois vers le satellite et elle ne bouge plus puisque le satellite ne bouge plus.
Et un seul satellite couvre une zone énorme. Il y a en revanche des inconvénients. C'est très loin, donc le signal met environ une demi-seconde pour faire l'aller-retour. Ça crée un décalage, la latence. Pour la TV, c'est pas grave. Pour un jeu vidéo en ligne ou un appel vidéo, c'est perceptible et un peu pénible. Ensuite, on a l'orbite basse, LEO. Là, c'est la banlieue proche. Ça a plusieurs avantages, comme c'est proche, le signal, il voyage très vite. Très peu de latence, c'est presque instantané, comme la fibre optique. C'est idéal pour Internet, rapide, les jeux, la visio. En revanche, ça a des inconvénients. Les satellites LEO, ils bougent très vite par rapport à nous. Ils font le tour de la Terre en 90 minutes. Pour avoir une connexion continue, il faut des milliers qui se relaient dans le ciel. C'est ce qu'on appelle une constellation. Et c'est là qu'intervient ton appareil, Théo. Ah, donc cette antenne plate, c'est pour parler avec les satellites Léo qui filent là-haut? C'est ça Starlink et les autres projets dont on entend parler? Exactement, Starlink de SpaceX, mais aussi OneWeb ou le projet Kuiper d'Amazon, ce sont des constellations de milliers de satellites en orbite basse, donc l'orbite LEO. Leur but, offrir Internet à haut débit avec une faible latence partout sur le globe, surtout là où la fibre et la 4G ne vont pas. C'est une révolution alors. On peut enfin avoir du bon Internet, même perdu au milieu de nulle part. C'est une avancée énorme, mais ça soulève aussi de nouvelles questions. La gestion de tous ces milliers de satellites, par exemple les débris spatiaux, et la gêne pour les observations astronomiques, comme par exemple la pollution lumineuse. La science avance, mais il faut aussi penser aux conséquences. Les satellites sont partout dans notre quotidien. Pour regarder la télévision, pour nous guider avec le GPS ou Galileo sur nos téléphones ou en voiture, pour avoir les prévisions météo, pour connecter les avions et les bateaux, pour les communications d'urgence quand tout le reste est coupé, et maintenant pour amener Internet à haut débit dans les zones les plus reculées grâce aux constellations LEO. Tu vois Théo, le satellite ne remplace pas la fibre optique ou la 5G, mais il les complète. C'est une technologie essentielle pour connecter toute la planète. Et ça marche. Je t'envoie ma photo de paysage maintenant. C'est génial de comprendre comment ce petit boîtier arrive à discuter avec l'espace pour nous connecter au reste du monde. La communication sans fil, c'est vraiment une aventure scientifique incroyable, sur Terre comme dans l'espace.